priori. Voilà, ça y est. Voilà. Donc, bonjour, bienvenue à ce troisième webinaire de présentation des appels collaboratifs en sciences humaines et sociales dans le nouveau programme de travail Horizon Europe. Aujourd'hui, notre thématique, ce sont les appels sur les transformations économiques et sociales. Donc, dans ce webinaire, nous commencerons par vous présenter les caractéristiques générales des appels, de les placer rapidement dans leur contexte. La plus importante part du webinaire consistera à vous présenter les appels. Ensuite, nous avons la chance d'avoir avec nous des lauréates d'un projet H2020, donc Catherine Mercier-Suissa et Naomi Dominguez, qui sont à l'Université Lyon 3, à l'IAE Lyon, laboratoire Magellan, et qui viendront faire un retour d'expérience sur leur projet européen, Merging. Et puis, nous terminerons par une phase d'échange. Donc, l'idée, du coup, c'est quand même de laisser du temps aux échanges. Donc, je ne vais pas cavaler dans la présentation, mais j'essaierai de rester assez synthétique pour qu'on ait vraiment le temps de répondre à vos questions. Alors, Alexandra, il semblerait qu'il y ait plusieurs personnes qui n'entendent pas. Alors là, on voit les messages qui arrivent. Oui, je vois ça. 3 personnes. Il y Alors, en a... vérifiez que vous avez bien mis le son, sinon je ne sais pas. Oui, parce que comme apparemment, c'est pas le cas de tout le monde. Oui, ce n'est pas le cas de tout le monde. On n'a pas d'aide technique, je suis désolée. Bon, voilà, c'est juste 2-3 personnes peut-être se déconnecter, se reconnecter. Très bien. Oui, désolée. Hein. J'en profite du coup avant aussi de démarrer. Je vais vous présenter rapidement mes collègues du point de contact national qui sont là aujourd'hui. Donc Florent Goiffon, voilà, Sylvie Gangloff. Nous avons aussi Basudeb Chaudhuri qui est représentant au comité de programme. Et puis Julien Tenedos, le coordinateur, elle n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce ne sont pas des généralités pour des généralités, mais je vais vous replacer rapidement les appels dans leur contexte. Surtout, puisque quand vous répondez à un appel, il est vraiment important de connaître ce contexte pour savoir à quel type d'appel vous répondez et comprendre bien les intentions du financeur. Donc, si on reprend ici, visuellement, vous avez cette représentation de l'ensemble du programme de travail de recherche de la Commission européenne. Et vous avez différents types d'appels qui peuvent intéresser les SHS. Donc, vous avez ici, dans ce premier pilier qui est sur la science d'excellence, vous avez des appels qu'on va appeler blancs, où c'est vous-même qui présentez, qui choisissez votre sujet. Vous avez ainsi les appels de l'ERC qui sont adaptés avec différents types de compétitions selon votre niveau de carrière, où là, ce sont des projets individuels de plusieurs millions d'euros sur 5 ans, où vous développez une recherche très innovante. Vous avez également les actions Marie Curie qui permettent de développer des projets en mobilité internationale, interdisciplinarité et échange entre secteurs académiques et non académiques, que ce soit pour des séjours postdoctoraux, de la formation de doctorants ou de l'échange de personnel. Vous avez aussi dans la partie pour élargir la participation et développer l'excellence, vous pouvez aussi faire financer vers le programme COST des réseaux de recherche. Vous pouvez constituer un grand réseau de recherche européen sur une thématique et que vous proposez également.
Donc voilà, tout ça, c'est des appels qui peuvent intéresser les SHS d'Horizon Europe, mais ce n'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on va parler des appels qui sont situés dans ce pilier, problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne. Donc la caractéristique commune des appels de ces piliers, c'est que ce sont au contraire des réponses, des appels pour répondre à des besoins de la Commission européenne pour que la recherche aide à résoudre des grands défis sociétaux qui se posent au niveau mondial et international. Donc, les caractéristiques communes de ces appels, c'est qu'ils sont, on attend des projets collaboratifs. Alors, entre au moins 3 partenaires de 3 pays européens différents, mais ce sont souvent des projets avec une dizaine de partenaires. Et on attend un consortium qui soit constitué à la fois de chercheurs, de laboratoires, de partenaires académiques et aussi de partenaires non académiques qui sont concernés par la thématique. Ce sont des appels donc thématisés, ciblés, qui visent à traiter des problèmes de société. Donc, ce qui va être très important, c'est l'impact que va avoir votre projet, non seulement scientifique, mais également sociétal, voire économique, en fonction des appels. Et on s'attend à ce que vous proposiez, voire vous testiez des solutions concrètes. Il s'agit vraiment de répondre à des attentes de la Commission européenne. Donc, il faut répondre à l'ensemble des demandes qui sont présentées dans l'appel. Et pour les projets à dominante SHS qu'on va voir aujourd'hui, ce sont des projets autour de 3 millions d'euros et d'environ 3 ans qui sont attendus en général. Voilà pour les généralités, pour voir à quel type d'appel on a affaire. Donc, il y a différents enjeux, différents types qui s'appellent clusters dans le jargon européen. Donc, ces appels thématisés sont regroupés en différents clusters. Et on a un cluster intitulé Culture, créativité et société inclusive qui celui qui attend principalement les chercheurs en SHS, même si vous pouvez aussi participer, je reviens à la diapo précédente, ça peut être aussi intéressant pour vous d'aller, en fonction de vos thématiques de recherche, vous pourriez aussi être amené à contribuer à des projets sur des thématiques comme la sécurité, le numérique, l'espace, le climat, l'alimentation, etc. Mais ici, dans le cluster 2, vont être l'essentiel des appels qui attendent prioritairement de la recherche multidisciplinaire en sciences humaines et sociales. Une recherche pour comprendre les défis auxquels nos sociétés sont confrontées et pour fournir des recommandations politiques pour proposer des solutions pratiques. Donc, il y a trois grandes priorités qui correspondent aux 3 webinaires qu'on vous a présentés dans les dernières semaines. Donc, première priorité, renforcer la démocratie européenne et en particulier la participation des citoyens. Deuxième priorité, sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel au sens large. Et troisième priorité, à laquelle on va s'attacher aujourd'hui, répondre aux transformations, qu'elles soient sociales, économiques, technologiques ou culturelles de nos sociétés contemporaines. Donc voilà, ces 3 priorités correspondent donc 3 grands groupes d'appels qui sont dénommés destinations dans l'appel à projet. Aujourd'hui, on va s'intéresser au 3e domaine, celui des transformations sociales et économiques. On a 17 appels qui sont ouverts en 2021 et en 2022. La date limite de réponse pour les appels de 2021, elle est proche, c'est le 7 octobre. Celle des appels 2022 est prévue pour le 20 avril. On dispose depuis mi-juin du texte de l'ensemble de ces appels. Même si les appels 2022, la soumission ne sera ouverte que début janvier. Mais vous avez déjà accès au texte des appels, vous pouvez déjà commencer à y travailler. Donc, ces appels sur les transformations sociales et économiques,
ils sont là, ils sont proposés pour aider l'Europe à répondre à plusieurs défis. Premier groupe de défis, celui de l'augmentation des inégalités, qui du coup vont demander des évolutions des politiques européennes sur l'emploi, sur l'éducation, sur l'inclusion, sur l'accès au numérique, par exemple. Deuxième grand défi, celui des évolutions et de l'économie et du marché du travail, et également de la démographie européenne, en particulier le vieillissement de nos sociétés. Troisième ensemble de défis, celui des migrations, les politiques d'asile en Europe et l'enjeu de l'intégration. Donc, face à ces défis, les objectifs des appels, c'est de revigorer la gouvernance démocratique de l'Europe, soutenir le développement à la fois social et économique, et puis soutenir une croissance qui doit, pour rester dans les objectifs de l'Europe, rester inclusive. De façon transversale, la réponse aux défis socio-économiques liés à la pandémie de Covid-19 peut se retrouver, qu'elle soit explicitement citée ou non dans les appels, puisque c'est un des grands enjeux d'aujourd'hui. Donc, pour vous présenter les appels, c'est d'abord indiqué comme une sorte de table des matières qui restera donc dans le diaporama que vous pourrez récupérer. Voilà les 7 appels de 2021 qui sont sous la grande thématique de l'inclusion, de l'enjeu de l'inclusion, et de 10 appels de 2022 où il s'agit de construire, c'est un intitulé assez large, un avenir durable pour l'Europe. Mais je vais vous les présenter non pas les uns après les autres en fonction d'abord les appels 2021 et ensuite les appels 2022. Je vais vous les présenter de façon thématique puisqu'on a différents. J'ai pensé que c'était plus cohérent de vous les présenter de façon thématique et voilà les 4 grands thèmes. Donc le premier, c'est celui des inégalités, de l'impact des inégalités et des défis posés par un développement de l'Europe qui soit à la fois durable, équitable et juste, via la réduction des inégalités. Deuxième grande thématique, l'impact des transformations contemporaines, qu'elles soient sociales, économiques, culturelles ou technologiques, donc l'impact de ces transformations à la fois sur le marché du travail et sur l'éducation. Troisième thématique, celle des migrations, avec une étude des évolutions contemporaines et puis les défis que cela pose aux politiques d'asile et d'intégration au niveau européen. Et troisième thématique, qui va être un appel un petit peu à part en fait, sur la connaissance de la Chine contemporaine. Donc, pour la première thématique, donc celle des inégalités, de leur réduction, pour proposer un développement qui soit durable pour l'Europe. Donc, les appels, je vais vous quand même présenter comment sont présentées les fiches. Ici, en haut à droite, pour qu'après vous vous y retrouviez, vu que je ne vous présente pas les appels dans l'ordre, vous avez ici, hop, je mets petit, ici, en haut à droite, la référence dans le programme de travail quand vous irez sur le portail de la Commission européenne avec l'année et le numéro de l'appel et puis ici la destination transformation, le budget global et le budget attendu par projet et puis le type de projet. Oui, le diaporama sera mis je pense sur le site. Il sera peut-être en parallèle envoyé aux participants. En tout cas, il sera mis sur le site des webinaires. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de tout noter. Là, on va tout essayer de comprendre et puis de répondre à vos interrogations. Et vous avez le type d'action. Ce que l'on va avoir principalement, quasiment tous les appels vont être des actions de recherche et d'innovation. Donc voilà, on attend à la fois
de la recherche et de l'innovation. Vous avez aussi il existe des actions d'innovation où on ne fait plus de la recherche, mais on teste des solutions pilotes issues des résultats de recherche. On n'en a pas dans les appels 2021-2022 que je vais vous présenter. Et vous pouvez avoir aussi des actions de coordination et de support. Je crois qu'on en a une, où il va s'agir plutôt de coordonner des acteurs autour d'une thématique. Pour ensuite, il y aura d'autres appels à projets qui seront lancés sur la thématique pour vraiment faire de la recherche. Mais les actions de coordination et de support sont là pour coordonner les acteurs et préparer ensuite le terrain pour des futurs appels de recherche. Donc le premier appel que je vais vous présenter dans cette thématique de réduction des inégalités, c'est un appel où on vous demande l'enjeu, c'est de déterminer les principaux moteurs de l'évolution des inégalités. Donc, il va s'agir d'analyser les moteurs de l'évolution des inégalités, d'essayer de les identifier à différents niveaux, du niveau le plus local au niveau international, et d'identifier en fait les niveaux de gouvernance les plus pertinents en fait pour répondre et pour traiter cette question. Et puis, il va du coup non seulement falloir produire des résultats de recherche, mais également proposer des recommandations pour les décideurs politiques, les partenaires sociaux, les entreprises et toutes les autres parties prenantes qu'on peut imaginer. Et de comprendre aussi les perceptions des inégalités. Le deuxième appel va être plus spécifique. Il va s'agir de comprendre spécifiquement l'impact de la mobilité spatiale sur la démographie, la société et le système de protection sociale et le marché du travail. Donc, on va étudier les effets démographiques, économiques, sociaux et culturels de la mobilité et donc quels effets ça a vers les régions qui sont quittées et quels effets ça a dans les régions qui voient arriver la région d'arrivée. Et du coup, il s'agit de proposer des solutions contre la désertification de certaines régions et en particulier de phénomènes de fuite du cerveau, de fuite des cerveaux. Et puis, il va aussi, il y aura un focus sur en particulier les zones rurales et voir comment on peut faire pour qu'elles ne soient pas complètement désertées et qu'elles aient un développement qui soit renouvelé. Et donc l'idée, c'est de limiter les effets négatifs des mobilités et de tirer profit au mieux de leurs effets positifs. L'appel suivant est sur les effets socio-économiques du vieillissement des sociétés. Donc, ce qu'on attend des projets, c'est d'analyser les conséquences du vieillissement, donc sur la société, donc à la fois sur des aspects de productivité, d'emploi, sur la croissance, mais du coup aussi sur les systèmes de soins, l'accès aux services publics, voilà, et vraiment toute la palette de domaines d'impact de ce vieillissement, et de proposer des politiques pour tirer parti de l'allongement de l'espérance de vie en bonne santé. Il s'agit également de lutter contre les discriminations qui seraient fondées sur l'âge. Donc, voilà, essayer d'analyser ce vieillissement, de voir les politiques, ce qu'il faut faire politiquement pour bien l'accompagner et en tirer le meilleur parti et veiller à l'inclusion des tranches d'âge plus âgées. L'appel suivant concerne les politiques publiques et les indicateurs de bien-être et de développement durable. Il s'agit ici d'élargir les indicateurs qu'on peut avoir sur le développement pour ne pas les limiter à des indicateurs uniquement de croissance économique et pour y ajouter d'autres dimensions, celle de l'inclusion, celle du développement durable. Du coup, de proposer un nouveau cadre pour la croissance.
avec des politiques qui ne soient pas uniquement basées sur la croissance économique. On attend de vous que vous couvriez un large éventail de pays, à la fois européens et non européens, et que vous proposiez des nouveaux indicateurs au-delà du produit intérieur brut. La coopération internationale est encouragée dans cet appel, c'est-à-dire avec des pays au-delà des pays européens, membres ou associés au programme. Donc, on a d'autres aspects, là on a vu des aspects plus économiques et sociaux, mais on a aussi des appels pour lutter contre les inégalités liées au racisme, les inégalités de genre, etc. Et donc, le premier appel, ça va être un appel qui est dédié à renforcer l'égalité. On va dire, bon là c'est une traduction de l'anglais, voilà, on ne parle pas forcément ces termes en français, mais voilà, contre renforcer l'égalité raciale, ethnique et religieuse. Donc là, il va s'agir de faire une cartographie sur les formes structurelles de racisme, de documenter les contributions des communautés minoritaires, leur lutte, leur patrimoine, et de contribuer à la réduction de ces inégalités, et du coup d'améliorer, de faire des propositions pour aussi qu'il y ait des actions politiques pour des transformations et des luttes contre les discriminations. On attend des études de cas, des comparaisons internationales, et on attend, s'il y a une grande insistance dans l'appel, vraiment de s'appuyer sur l'expérience, le vécu de ces minorités, leur stratégie, leur lutte, leur réalisation. On a également un appel qui, celui-ci, est plutôt sur le genre et l'empowerment, du coup, social, économique et culturel. Donc là, le sujet, il est large, c'est de bien comprendre les relations de pouvoir entre les genres dans différentes sphères et les relations entre les inégalités de genre et d'autres types d'inégalités. Il s'agit du coup de contribuer par le projet et du coup de faire des propositions pour contribuer à la réduction des inégalités fondées sur le genre. Il s'agit d'aller au-delà du domaine de la politique et de proposer des solutions concrètes et pratiques à différents niveaux et de proposer du coup des approches d'innovation sociale. Dans cet appel, la coopération internationale est encouragée et vous pouvez avoir des partenaires financés issus des pays membres de l'Union africaine. Dans le prolongement de cet appel, le lien est explicitement donné dans le texte des appels. On a un appel pour surmonter les discriminations dans le cadre du marché du travail. Donc ici, il s'agit d'identifier ce qui favorise l'inclusion sur le marché du travail, de proposer des approches politiques innovantes, des pratiques pour réduire les discriminations sur le marché du travail et de comparer concrètement, de proposer différents types de solutions et de les comparer et d'identifier les acteurs pertinents et certains acteurs qui pourraient être inclus dans votre partenariat. C'est vraiment une approche globale qu'on attend de vous, en impliquant tous les acteurs concernés. Et donc, on attend des synergies entre l'appel précédent, les projets qui seront financés dans le cadre de l'appel sur le genre et l'empowerment, et les projets qui seront financés dans le cadre de l'appel pour réduire les discriminations sur le marché du travail. Donc, c'était la première thématique sur la réduction des inégalités et pour un développement économique et social durable et inclusif. Deuxième grande thématique, c'est l'impact des transformations sociales, économiques, culturelles et technologiques, d'une part sur le marché du travail et d'autre part sur l'éducation, en commençant par cet impact sur le marché du travail. On a d'abord un appel où il s'agit de soutenir en fait les transformations du monde du travail et de la protection sociale.
Donc, aspect recherche, mieux comprendre l'impact des nouvelles formes du travail sur les systèmes de protection sociale. Et puis, aspect impact sociétal du projet, voilà. Quelles mesures on peut proposer concrètement pour adapter les systèmes de protection sociale? Et puis, il faut analyser aussi les politiques qui ont été menées sur ce sujet et voir ce qu'on peut améliorer. Donc, il s'agit, au-delà de la compréhension, en se basant sur ce travail de compréhension, de proposer des mesures d'ajustement et de tester des expériences d'innovation sociale. On a un appel avec un focus plus spécifique, en fait, pour tirer les conséquences de l'évolution en fait, des chaînes d'approvisionnement et la diminution de l'intensité des échanges commerciaux. Donc, il s'agit de développer des connaissances sur ces changements et d'identifier les moyens, soit d'essayer de réduire leurs effets négatifs ou de voir comment s'y adapter, avec un focus sur ce que la pandémie de Covid-19 a pu accentuer sur ces aspects. Et en envisageant différents types de scénarios et en essayant de proposer des nouveaux moyens voilà, de s'adapter à cette évolution. Maintenant, on va passer plutôt aux effets sur l'éducation, des transformations sociales et économiques, avec d'abord un appel pour savoir comment faire pour adapter au mieux, permettre que soient ajustées au mieux les compétences de ceux qui se proposent sur le marché du travail et les besoins du marché. Donc, en comprenant mieux pourquoi et comment réduire quand il y a une marge d'inadéquation entre les deux, en soutenant les objectifs européens, je vous ai mis le lien en fait vers l'agenda européen pour la compétitivité durable, l'équité sociale et la résilience pour l'enseignement et la formation. Donc, se mettre dans ce grand cadre européen, faire des propositions dans ce cadre européen sur l'éducation et la formation continue, et en proposant, pour réduire ces inadéquations, des solutions innovantes sur différents aspects. Donc, en examinant le rôle qui vont être joués par différents acteurs, en étudiant les solutions déjà mises en place, et en proposant des ajustements et également en testant des nouvelles solutions. Deuxième appel sur l'éducation et la formation, et bien c'est de lutter contre encore un retard, un déficit de compétences sur les connaissances fondamentales et lutter contre l'abandon scolaire précoce. Donc comprendre les raisons de l'abandon scolaire précoce, comprendre les raisons pour certaines parties de la population d'un manque d'acquisition, même de compétences de base, et du coup de réduire le nombre de jeunes qui vont sortir du système éducatif sans avoir atteint ces compétences. Et là, on attend des recherches dans différents types de disciplines, puisqu'on va étudier à la fois les déterminants cognitifs, culturels et socio-économiques. Et puis, il faut, là encore, proposer des actions concrètes pour réduire ces inégalités, voir comment tout au long de la vie, on peut développer l'apprentissage sur ces questions pour développer les compétences et proposer, là encore, des outils, des méthodes, des organisations qu'on va proposer et expérimenter. Enfin, un dernier appel sur l'éducation. Le focus est sur l'intégration des nouvelles technologies dans l'éducation et la formation. En étudier à la fois les aspects positifs, les aspects négatifs, et prendre acte du fait que de toute façon, elle se développe dans l'éducation et faire en sorte que ce développement se fasse au mieux au bénéfice des élèves, des étudiants et après des adultes en formation continue.
Donc, on peut avoir une dimension critique dans cet appel sur les aspects négatifs. On va essayer de les réduire et de voir comment en fait tirer parti de ces nouveaux outils. Et également comment former les formateurs, donc comment former les enseignants pour qu'eux aussi ils en tirent le meilleur parti dans leur pratique professionnelle. Et du coup, dans ce projet, on attend que vous travailliez avec des éducateurs, des formateurs, des enseignants pour co-concevoir les produits et les outils innovants. Troisième thématique, celui des migrations, qui est une thématique qu'on avait déjà dans Horizon 2020 et dans laquelle s'inscrit le projet que vont vous présenter Madame Mercier-Suissa et Madame Dominguez. Avec un appel d'abord plutôt d'études quantitatives sur les migrants en situation irrégulière en Europe. Et ici, il s'agit justement, c'est le seul projet qui n'est pas une action de recherche et d'innovation, mais qui est une action de coordination et de soutien. Ça signifie que là, il va s'agir de structurer les acteurs sur cette thématique, à la fois académique et non académique. Voilà, de créer un réseau de parties prenantes avec des chercheurs, des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, des associations, des ONG, des syndicats, etc. Qui soit une base ensuite pour renforcer la gouvernance européenne en matière de migration, en essayant de voir comment on peut quantifier en fait le phénomène de l'immigration irrégulière et d'étudier voilà, quel coût ça a, quels avantages, quel pourrait être l'intérêt de dérégularisation pour limiter ces situations d'irrégularité, s'intéresser aux conditions de vie des migrants également, et donc faire un certain nombre de préconisations politiques. Avec comme objectif vraiment l'intégration. Et donc, on s'attend que dans votre étude, vous vous attachiez à au moins 10 pays européens. On a un appel qui vraiment là s'attache concrètement aux conditions de vie des migrants en situation irrégulière pour comprendre leurs conditions, la vulnérabilité accrue due à ce statut irrégulier, leurs difficultés d'accès aux droits, leur situation sur le marché du travail et du coup d'analyser les politiques actuelles et de faire des préconisations en particulier pour améliorer la protection des migrants irréguliers qui travaillent et en identifiant du coup comment agir sur les secteurs qui recourent le plus à cette main-d'œuvre. Et à noter dans cet appel, il s'agit aussi de s'intéresser et de protéger les acteurs, associations, ONG, individus qui aident les migrants qui sont en situation irrégulière. On a également un appel sur la politique de retour. Donc, on a le côté intégration des migrants en situation irrégulière, donc comment mieux les intégrer. Et il y a le volet envisager comment les faire retourner dans les territoires dont ils sont issus. Et donc là, on est plus sur des aspects plus géopolitiques de relations avec les pays d'origine. Et donc là, il s'agit d'étudier cette politique de retour et de réadmission de l'Union européenne, de voir les obstacles à cette politique, aussi ces aspects, d'étudier de façon critique, et de s'intéresser aux pistes de coopération internationale entre l'Europe et les pays dont sont issus un certain nombre de migrants en situation régulière en Europe. Et puis, il s'agit pas simplement forcément de faire cette promotion du retour, on peut l'étudier de façon critique et on peut proposer des alternatives à cette politique de retour. Donc, c'est vraiment l'étudier, l'analyser et faire des préconisations en s'attachant sur l'aspect géopolitique au retour, aux relations de l'Europe avec ses autres pays, aussi comprendre aussi les positions des pays d'origine
Et puis, avec une grande importance toujours de la protection du droit des migrants, en ayant cette protection et ce respect des droits en ligne de mire. Ensuite, voilà, dernier appel sur l'immigration, celui qui s'attache au processus en fait, de décision dans les parcours migratoires. Donc, depuis des personnes qui auraient le projet d'émigrer jusqu'à ensuite les différentes décisions dans les parcours. Donc, c'est l'idée d'étudier l'évolution de ce processus de décision tout au long du parcours et puis l'impact des politiques migratoires sur ces décisions d'émigrer ou pas, de rester, de changer de pays, etc. Et du coup, de ne pas s'intéresser qu'au niveau macroéconomique, mais s'intéresser au niveau sociétal et puis au niveau de l'individu. Et de voir l'interaction en fait entre ces différents niveaux. Ici, on peut dire qu'on est dans le prolongement des travaux d'Esther Duflo. Donc ici, voilà, est-ce que les politiques migratoires affectent les parcours migratoires ou non? Voilà, avoir finalement développé une vision plus complexe de ce qui incite à un parcours migratoire, au-delà de se dire, voilà, au-delà d'une focalisation sur des aspects strictement économiques. Dernière thématique, mais c'est un appel unique. Et peut-être des appels de son genre vont être amenés à se développer, mais c'est un peu une première, on va dire, de ce type d'appel. L'idée dans cet appel, c'est de développer une connaissance de la Chine contemporaine. Voilà, l'enjeu, c'est face à la puissance montante de la Chine, d'avoir une base de connaissances solides et indépendantes sur la Chine et de développer et de renforcer les réseaux européens sur cette thématique. Donc, il va s'agir de connecter, soutenir, améliorer, intégrer les connaissances sur la Chine contemporaine en adoptant une perspective européenne et en s'appuyant à la fois sur la recherche académique et sur l'expérience des différentes parties prenantes. Donc, de se situer à l'intersection de la science, de l'économie et des affaires étrangères. Il s'agit ici de développer des connaissances du coup indépendantes de la Chine et c'est pourquoi la participation est limitée aux entités établies dans les États membres de l'Union européenne et les pays associés au programme. Donc, il y a des restrictions sur les participants au projet. Donc, j'en ai fini sur ce balayage rapide des appels 2021-2022. Et alors, il va falloir que j'accorde la parole. On a la joie, le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Catherine Mercier-Suissa et Madame Noémie Dominguez, qui sont à l'Université Jean Moulin Lyon 3, à l'IAE de Lyon, au laboratoire Magellan, et qui sont les coordinatrices du projet Merging. Alors, il faut que je leur donne le statut de présentatrice. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Excusez-moi, donc je dois le faire maintenant. Il faut que je les cherche dans les invités. Alors, voilà déjà. Noémie Dominguez, je donne le statut de présentatrice. Et je cherche encore Catherine Mercier. Bonjour. Il se peut que ma collègue ne soit pas encore arrivée. Ah d'accord, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore trouvée. Je vais la guetter alors. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, bienvenue. Merci. Normalement, vous avez la main sur la présentation. S'il y a un souci, dites-le moi et je passerai vos diapositives. Là, je vous ai mis sur votre première diapositive. Bienvenue. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette présentation des différents appels et puis pour nous permettre aussi de présenter le projet Merging à différents membres de la communauté des chercheurs. Donc, le projet Merging, c'est un projet que nous avions déposé avec ma collègue Catherine Mercier-Suissa l'année dernière. Et c'est un projet qui répond au call H2020 sur l'immigration. Ok, tac. Voilà. Alors, normalement,
Okay. Est-ce que vous voyez en plein écran ou est-ce que c'est juste moi qui vois en mode présentateur? Non, ça va, on voit bien. Ok. Donc, Merging, c'est un acronyme pour Housing for Immigrants and Community Integration in Europe and Beyond, Strategies, Policies, Dwellings and Governance. Donc, en fait, c'est un projet qu'on avait commencé à développer au mois de janvier l'année dernière et sur lequel on a travaillé entre les mois de janvier et les mois de mars 2020 et on a soumis le projet, en tout cas le draft final à l'Union européenne au mois de mars. Et puis, on a eu l'agréable surprise d'avoir une réponse positive parce qu'honnêtement, on n'avait jamais fait ça. Donc, on pensait qu'on aurait une réponse négative, hein, comme tout le monde. Donc, voilà, on avait soumis en se disant qu'il n'y avait aucune chance. Et puis, ça s'est plutôt bien passé. Donc, entre les mois de juillet et les mois de novembre, on a établi en fait ce qu'on appelle le Grant Agreement. Donc, c'est un accord de coopération entre les différents membres du consortium. C'est un accord qui fixe les règles de fonctionnement du consortium et puis qui officialise la contractualisation entre les membres du consortium et l'Union européenne. Et puis, le 1er janvier, on a pu lancer le projet. Hein. C'est un projet qui durera 3 ans et qui est financé à hauteur de 3 millions d'euros. Donc, notre consortium, il est fait de 10 membres qui viennent de 6 pays européens différents. Et donc, effectivement, on a 6 universitaires, donc l'Université Jean Moulin Lyon, donc, à laquelle nous appartenons, qui coordonne le projet. On a un partenaire qui nous aide pour la gestion du projet, qui est Lyon Ingénierie Projet, qui nous avait déjà aidé pour le montage. On a un cabinet d'architectes qui s'appelle 14, qui est basé à Paris, et l'université Rennes 1 en partenariat avec l'école de hautes études de la santé publique à Rennes. On a également l'université de Bologne en Italie, l'université de Valence en Espagne, les universités de Göteborg et Malmö en Suède. Et puis après, on a un acteur, une ONG qui s'occupe de la formation des travailleurs sociaux et des bénévoles qui sont en contact direct avec les migrants, qui s'appelle Social Business Earth et qui est suisse. Et on a un cabinet de conseil en politique publique belge qui s'appelle COTA, Collectif d'échange pour la technologie appropriée, et qui en fait fait du lobbying un petit peu auprès de Bruxelles. Et l'objectif, c'est qu'il nous aide à rédiger des propositions qui auront un impact au niveau des décideurs politiques. Donc en fait, le consortium, on l'avait monté en identifiant déjà des membres qui étaient reconnus pour leurs travaux sur les populations migrantes. Et puis on a essayé d'avoir une grande diversité de compétences, d'éviter d'avoir des redondances de compétences excessivement diversifiées. Hein. Nous, on était à Lyon 3, on était plutôt sur tout ce qui était droit, économie, gestion, et donc le travail sur la migration et les aspects sociologiques, on ne les avait pas du tout. Donc c'est pour ça qu'on avait contacté l'université de Rennes 1 qui nous apporte ce côté sociologie qui est très complémentaire avec Valence, qui a une approche plus anthropologique, mais aussi un peu sociologique, etc. Donc on a essayé de trouver un équilibre entre les différentes compétences pour pouvoir monter le projet avec le plus gros impact possible. Donc, l'objectif principal du projet Merging, c'est en fait ce qu'on appelle un Research and Innovation Action. Donc, c'est recherche et innovation destinée à l'action. Donc, notre objectif à nous, c'est de tester des dispositifs pilotes de logements qu'on appelle co-construits, qui seront en fait co-construits par des bénéficiaires, donc des migrants, et les membres de la communauté où ils seront accueillis. Et donc de tester des dispositifs innovants de logement en France, en Espagne et en Suède, qui sont 3 pays qui reçoivent beaucoup de personnes réfugiées. En Italie, c'était un petit peu compliqué pour des raisons politiques, c'est pour ça qu'on s'est limité à 3 pilotes. Et donc, l'objectif, c'est de tester ces dispositifs-là et ensuite de faire des préconisations à la société civile, aux décideurs politiques locaux, nationaux et européens, et puis de partager aussi des bonnes pratiques avec les membres de la communauté, à la fois scientifiques et puis des praticiens. Okay. Donc en fait, le projet Merging s'appuie sur un dispositif pilote qui avait été mis en place par le cabinet d'architectes 14,
qui s'appelle le projet In My Backyard, qui a été mis en place à Montreuil et qui avait donné des premiers résultats assez satisfaisants. Donc, c'est un projet qui vise à installer des tiny houses, donc des petites maisons en bois dans le jardin de particuliers qui étaient volontaires pour accueillir des personnes réfugiées pour une durée maximale de 2 ans. Et l'objectif, en fait, donc voilà, c'était les réfugiés participaient à la co-construction de leur maison avec les gens qui les accueillaient, mais aussi avec les voisins, avec les architectes, avec les gens du bâtiment, etc. Et en fait, cette première phase de co-construction, elle permet de créer des liens et qui sont en fait une première étape à l'intégration et qui facilitent en fait l'accès à ensuite derrière l'accès au droit, l'accès au travail, etc. Et ça a donné des résultats plutôt encourageants parce qu'en fait, donc je disais, la durée maximum prévue est de 2 ans et on s'est rendu compte que les personnes qui avaient bénéficié de ces dispositifs-là, en fait, au bout de 9 mois, elles avaient réussi à trouver un travail et à accéder à un logement dans le parc privé. Donc ça allait beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Et donc ça, c'est un élément qui a beaucoup plu à l'Union européenne et qui s'est dit, on va essayer de s'appuyer sur ce premier test pour voir si on ne pourrait pas répliquer des dispositifs similaires au niveau de l'Union européenne parce que ça semble faciliter, en tout cas accélérer l'intégration des personnes réfugiées. Alors, au niveau du montage du projet, notre projet il s'est fait en 2 temps. Un premier temps, voilà. Un premier temps où on a monté le projet lui-même, donc on a essayé de voir, donc ça a duré 3 mois, essayer de positionner le projet par rapport à ce qui existait déjà au niveau académique et au niveau pratique. Donc, dans l'appel à projet, il y avait toute une partie sur la revue de littérature et l'intérêt de mettre, en tout cas les enjeux de mettre une revue de littérature récente et de montrer des gaps dans plusieurs disciplines différentes pour montrer qu'il y a un vrai enjeu à travailler tous ensemble. Identifier le public cible et les parties prenantes. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup occupé au niveau du consortium, même lors des 6 premiers mois en fait, du projet. Parce que en fait, le même mot intégration, le mot migrant, en fait, n'avait pas forcément les mêmes définitions, n'était pas défini de la même façon selon les disciplines et selon les pays. Donc, on a eu beaucoup de débats entre nous. Et puis, établir une première chronologie du projet, présenter des livrables et puis essayer de définir les responsabilités entre les membres. Et puis ensuite, une deuxième partie du projet qui était liée aux considérations éthiques. Et ça, c'est très important aux yeux de l'Union européenne. Nous, on l'avait peut-être un peu sous-estimé. Et d'être très clair sur la protection des données, donc qui étaient les personnes vulnérables qu'on souhaitait interroger, comment est-ce qu'on allait les collecter, traiter, stocker, protéger les données, la protection des données qu'on aura collectées nous, mais aussi comment se prémunir contre les risques de mauvais usage des données par des tiers, éviter les risques de stigmatisation. Donc tous ces éléments-là, toutes ces considérations éthiques, c'est des éléments que l'Union européenne en tout cas de réfléchir, en tout cas pour pas être perdu le jour où qu'est-ce qui se passe si lors d'un entretien on se rend compte qu'une personne nous raconte des éléments qui sont absolument terribles, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on agit, qui est-ce qu'on prévient, etc. Parce qu'en fait on n'est pas formé pour réagir à ça. Donc ça c'est des éléments qu'il faut anticiper pour être prêt en fait le jour J. Donc ça, c'était la première partie sur le montage du projet et puis de définir une chronologie. Dans notre cas, la chronologie, elle ressemble un petit peu à ça. Donc l'idée d'avoir des work packages, donc des charges de travail comme ça qui s'enchaînent assez graduellement. Donc on a des work packages qui sont transversaux, qui vont durer sur toute la durée du projet, tout ce qui est lié à la coordination, au management du projet, les éléments qui sont liés à l'éthique et puis aux efforts de communication, de dissémination et d'exploitation des résultats. Et puis après, on va avoir des tâches qui sont assez... qui ont une durée délimitée dans le temps. Voilà, le Work Package 2, donc on est en train de finir, le 3 qu'on vient de commencer, etc. Donc parfois, ils se télescopent un petit peu. Mais l'idée, c'est d'avoir une chronologie et de montrer qu'on est capable, en fait, d'enchaîner les tâches et que ça s'enchaîne de façon logique. Et puis, donc, on a lancé le projet au mois de janvier 2020. Et entre janvier, donc, on a lancé le projet officiellement le 1er janvier 2021. Mais entre janvier et mars 2020, donc on a monté le consortium. Là, c'est juste pour un petit rappel avec positionnement du projet, définition et attribution des work packages. Donc, qui va être responsable de quel work package, qui va coordonner les activités, qui sera impliqué dans quelles tâches, etc. Lorsqu'il y aura des éléments à rendre, qui fait quoi. Montage du budget.
et le budget dépend justement de cette définition des tâches et puis définition des risques et des considérations éthiques, ce dont je parlais tout à l'heure. Et puis, on a eu une réponse positive de la Commission européenne qui, en fait, nous a fait des retours sur 3 éléments. Les éléments qui sont liés à ce qu'ils appellent l'excellence du projet, ensuite les impacts, et puis ensuite sur la qualité et l'efficacité des mesures. Donc, chacun des éléments est noté sur 5. Et puis, il faut avoir au moins 10 pour être, en tout cas, retenable. Et donc, il faut avoir une note entre 10 et 15. Et puis, après, c'est en fonction du nombre de projets présentés et puis des retours qui sont faits. Donc, on avait eu un accueil assez positif pour ce projet. On avait eu quand même quelques points d'amélioration qui avaient été soulignés par l'Union européenne et des questions qui étaient posées. Et c'est là où je vais reboucler sur le côté éthique qu'on avait sous-estimé. Les propositions d'amélioration et les questions qui nous étaient posées, c'était justement sur comment se prémunir en détail contre les risques de stigmatisation. Donc, en fait, on était resté assez généraux en se disant, bon, bah, en fait, on ne sait pas trop, on va soumettre et puis on verra bien, on aura le temps de faire des recherches. Et en fait, c'est quelque chose qui est revenu tout de suite en nous disant, voilà, il nous faut une nouvelle version, une version amendée du document, en précisant exactement comment est-ce que vous allez faire, etc., etc. Comment vous allez être plus précis sur les protocoles quand il y a des découvertes accidentelles. Par exemple, quelqu'un qui a été victime de violence pendant sa trajectoire migratoire. Il y a, par exemple, si vous allez dans un camp de réfugiés ou un camp de migrants et qu'on se rend compte qu'en fait, une des personnes du camp était un bourreau dans le pays d'origine, ou s'il y a des problèmes avec les bénévoles, etc., qu'est-ce qu'on fait pour réagir? À qui est-ce qu'on transmet les informations? Voilà. Des éléments qui sont liés au consentement des participants. Donc, c'est quelque chose que nous, on n'avait pas forcément l'habitude de faire, mais de rédiger des accords, des fiches d'information sur le contenu du projet, et puis recueillir en fait l'accord de consentement et faire en sorte que ces éléments-là soient compréhensibles par des gens qui ne savent pas forcément lire ou qui ne parlent pas forcément la langue. Donc, d'utiliser un langage bien spécifique qui soit compréhensible de tous. Et puis de préciser aussi les éléments qui étaient liés à la prévention des risques de mauvais usage des données. Et donc, 1er janvier, donc on a lancé le projet, on a fait notre kick-off meeting le 14 et le 15 janvier. Alors, la difficulté qu'on a, c'est que pour l'instant, on ne s'est pas vu en vrai. On a tout fait en visio, donc c'est quand même pas les mêmes rapports. Mais voilà, le projet est lancé depuis maintenant 6 mois. C'est assez intense, hein, c'est un rythme assez fort, mais c'est assez intéressant quand même de collaborer avec les collègues européens. On s'entend tous bien, il n'y a pas eu de clash pour l'instant, donc tout va bien. Et c'est très intéressant. Au niveau des difficultés qu'on a pu rencontrer et qui méritent quand même d'être soulignées, les premières difficultés, c'était de comprendre en fait quelles sont les règles de montage d'un projet, et c'est là où c'est très important de bien s'entourer. Donc il y a un vocabulaire spécifique, il y a une architecture bien particulière qui est attendue de la part des évaluateurs de l'Union européenne, et pour nous c'était un projet qui était assez nouveau. On n'avait jamais répondu à un projet de type H2020 avant, donc c'était quelque chose d'assez nouveau pour nous. Deuxième difficulté, c'était la définition des work packages parce qu'en fait, l'idée, c'est d'enchaîner les étapes. Donc, pour essayer de définir très clairement des phases de travail, pour nous, c'était compliqué parce qu'on avait cette approche très graduelle des choses. Donc, essayer de se répartir les activités, les responsabilités entre chacun. Alors, l'avantage, c'est qu'en fait, on est très complémentaires. Donc, il n'y a pas de redondance, on va dire, dans les compétences, ce qui est un avantage. Après, il a fallu négocier un petit peu les rôles et les responsabilités parce que ça avait un impact sur le budget final. Et voilà, l'établissement et la négociation du budget, notamment quand on a des entreprises privées ou des acteurs privés qui, en fait, ont des contraintes très fortes en matière de financement. Donc, ça peut être un point un petit peu compliqué, et d'essayer d'anticiper, en fait, le volume de travail que ça va demander. Mais bon, ça s'est globalement bien passé quand même. Ensuite, c'était les considérations éthiques, et j'en ai un petit peu parlé. Pour nous, c'était quelque chose d'assez nouveau. Alors, c'est pas forcément nouveau, mais en tout cas, à ce niveau de détail-là.
C'est vrai qu'on n'en avait pas l'habitude. Nous, on est plutôt en économie et en gestion, donc c'est des questions qu'on avait peu l'habitude de traiter. Tout ce qui était lié à l'établissement d'un plan de gestion de données. Alors, ça se demande maintenant quand même pas mal. La question se pose pas mal pour les ANR. Mais bon, c'était quand même peu fréquent. Donc, tout ce qui est lié au RGPD ou des choses comme ça, donc le fait de nommer ce qu'on appelle un Data Protection Officer. Donc voilà, c'est des éléments qui prennent un peu de temps à se mettre en place. Et pour nous, ça a été un petit peu compliqué. Et en fait, on a essayé de rester un peu général, un peu dans le vague au début, puis on s'est fait un petit peu rattraper par la patrouille. Donc, bon, je vous conseille, s'il y avait un conseil, d'être assez clair. Il y a pas mal de documents qui ont été faits par l'Union européenne, justement, sur les considérations éthiques quand on fait des recherches sur les demandeurs d'asile, les migrants, etc. Et c'est d'autres qui sont liés aussi aux recherches qui sont faites sur les femmes ou sur les personnes vulnérables, notamment les mineurs. Et c'est très intéressant, en fait, de regarder un petit peu ce qui est mis dedans parce qu'il y a des éléments de langage à récupérer et à mettre dans les aspects éthiques du projet. Et là, dans tous ces éléments-là, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est le service général de la recherche à Lyon 3 et de toutes les structures d'accompagnement. On avait discuté notamment avec Madame Gangloff, qui nous avait donné quand même des clés, un petit peu des clés pour déverrouiller tout ça, de rédiger le projet, de faire valider certains éléments, etc. Et ça a été extrêmement utile parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des passages qui étaient bons et d'autres qui n'étaient pas suffisamment précis, où il y avait quelques redondances à éviter. Donc cette aide-là, elle nous a été très précieuse. Et puis de la structure d'accompagnement, j'en ai parlé tout à l'heure, Lyon Ingénierie Projet, qui nous a aidé à établir le budget, là aussi à inclure certains éléments de langage. C'est des gens qui ont l'habitude de gérer des projets européens, alors pas que des H2020, mais beaucoup d'autres projets. Et donc, leur expérience nous a été vraiment très utile. Au niveau des éléments, on va dire des facteurs clés de succès, entre guillemets, c'est la sélection des membres. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de chercher des experts, alors à la fois académiques et non académiques, qui étaient reconnus pour leurs compétences en matière en tout cas, les travaux sur les personnes migrantes. Donc, on a cherché dans des associations scientifiques, dans des experts au niveau des ONG, etc., des conseils d'administration ou autres. On a contacté quelques personnes et en fait, l'établissement du consortium a été rapide parce qu'on a trouvé très rapidement des gens avec qui le contact passait très bien et qui étaient partants pour le projet parce que le caractère innovant leur plaisait. D'essayer, là encore, de chercher des profils qui soient complémentaires, donc à la fois des académiques, des non-académiques, et puis des gens aux compétences très variées. Et puis des gens surtout qui ont une expérience déjà des projets européens parce que ça compte dans les évaluations. Le fait d'avoir dans les membres des gens qui ont déjà participé ou géré des projets H2020. Et puis d'avoir des interactions qui sont on devait se parler lors de la préparation de l'appel, on devait se parler toutes les semaines, je pense. De définir très clairement les objectifs et de bien délimiter les tâches de chacun. Et encore aujourd'hui, pourtant, on a fait des efforts pour le faire. On avait eu pas mal de réunions et encore aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des éléments qui se superposent, ce qui peut créer des petites tensions. Donc, être extrêmement clair sur qui fait quoi, de bien vérifier aussi le déroulement du projet, pas qu'il y ait des choses qui se superposent. Et puis le projet lui-même, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'il a été jugé comme faisable au regard du Gantt qu'on avait transmis. Un élément, le point fort du projet aussi qui avait été souligné par les évaluateurs qu'on a eu, c'était le caractère novateur, et novateur à la fois sur le plan social, parce que il y avait une dimension intégration, création de liens entre les personnes réfugiées et les locaux, entre guillemets. Le côté scientifique aussi, parce que ça répondait aux gaps identifiés dans la littérature. Et puis, sur le côté pratique, parce que ça proposait une solution qu'on allait mettre en place et tester. Et puis, voilà, l'accompagnement et le montage du projet. Donc, juste pour vous présenter un petit peu le Gantt, donc en fait, ça ressemble à ça. Nous, on avait identifié à la base 8 work packages, et puis l'Union européenne nous a demandé d'en rajouter un autre qui était lié justement aux considérations éthiques et qui maintenant sont obligatoires, si, oui, ils sont rajoutés par l'Union européenne dans tous les projets qui
qui sont en lien avec les migrants, les personnes migrantes, les questions de genre également. Donc, je pense qu'il faudra bien penser à mettre un work package éthique avec, on voit hein, le déroulé des work packages, certains se superposent un petit peu. En tout cas, ils s'enchaînent quand un finit, l'autre commence. Et puis, des work packages qui sont transversaux, donc la coordination, l'éthique, etc., avec, en mettant à chaque fois les tâches, les tâches et puis les livrables auxquels répondent ces tâches-là. Voilà. Je ne sais pas s'il y a s'il y a des questions auxquelles je serais ravie de répondre ou pas. Oui, on va finir. Merci beaucoup. Du coup, j'ai pas vu votre collègue arriver. J'espère. Ben, je ne sais pas si elle a pu se libérer. En tout cas, c'était juste si jamais elle vous faisait signe, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Dites-moi que la pauvre, que je l'intègre s'il y a un souci. Du coup, je vais juste faire une petite conclusion et après on aura toutes les questions, dont des questions qui vous sont adressées, si ça vous va. C'est très gentil en tout cas. Merci beaucoup, c'était très complet et comme ça, je trouve que ça a bien permis de souligner des aspects vraiment de conseils pour bien penser et monter son projet. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc rapidement, avant avant les questions, je vais relancer la présentation. C'est pas grave, j'en ai pas forcément besoin, mais hop. Ouais, c'est pas grave. Je vais terminer en disant, en conclusion, dans le diaporama que là, je n'arrive plus à télécharger, donc je vais pas vous faire perdre du temps. C'était que je vous ai mis des liens vers des documents en lien avec les appels, donc des orientations politiques de la Commission européenne, également des liens vers des recommandations formulées par des projets déjà financés dans ces thématiques. Et donc, c'est vraiment des choses importantes à aller regarder quand on monte son projet. Voilà, je vous ai mis des liens vers le webinaire de présentation des appels 2021 qu'a fait la Commission européenne le 1er juillet. Et également, il y avait un événement de réseautage. Même si vous n'avez pas pu y participer, il y a des participants qui ont laissé leur diaporama. Et donc, ça peut être intéressant aussi de voir si c'est des partenaires qui peuvent être intéressants dans votre projet. Et puis, vous rappelez que donc l'ANR a un appel qui s'appelle MRSEI et qui permet de vous aider à préparer votre réponse à un appel européen en vous donnant jusqu'à 30 000 € pour financer vos missions, pour aller rencontrer des partenaires ou travailler avec eux. Également, si vous le souhaitez, un cabinet de consultants pour vous aider à monter votre projet. Et donc là, l'appel, c'est très bientôt, je crois 13 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Et ce serait du coup plutôt, si vous demandez cette aide, plutôt pour les appels 2022, voilà, le temps que la sélection se fasse, ça peut vous donner un bon coup de pouce aussi. En plus, vous avez des conseils à la fois chercheurs et membres du PCN pour développer votre projet. Voilà, en petite dernière info aussi, donc à l'occasion d'Horizon Europe, tout est organisé au niveau du ministère. Donc, il y a nous, les PCN, qui sommes là pour vous accompagner. Il y a aussi les représentants au comité de programme qui sont là pour négocier et défendre la position de la France dans la définition du contenu des appels. Et donc, voilà, votre établissement peut s'impliquer dans le GTN pour essayer d'orienter et de favoriser certaines thématiques ou certaines façons de concevoir la thématique. Donc, pour influer sur les appels à venir, voilà, c'est important, intéressant de participer au GTN. Mais on va passer du coup à la phase de questions. Oui, alors peut-être pour commencer, une question à l'attention de Noémie Dominguez. Est-ce que vous avez prévu de vous rencontrer physiquement avec le consortium? On imagine que oui, mais que c'est la crise qui vous a pour l'instant empêché de le faire. Alors oui, en fait, là, on va commencer la phase de terrain. Donc actuellement, on a fait tout ce qui était lié aux éléments un petit peu théoriques qui sont en lien avec notre sujet. Une revue littérature augmentée, on va dire, c'est littérature et puis politique publique. Et là, pour la phase de terrain, on aimerait bien pouvoir se voir réellement sur des
des enquêtes ensemble. Parce que mine de rien, le contact n'est pas le même en visio et physiquement. Après, ça dépend tellement des conditions sanitaires que, bon, pour l'instant, c'est compliqué. Et la difficulté d'avoir un consortium comme ça, c'est que pour organiser une réunion à laquelle tout le monde puisse participer, c'est qu'il faut que les universités de chacun leur donnent l'accord pour participer à une réunion en physique à l'étranger. Et c'est pas si simple que ça. Mais bon, on espère bien quand même que d'ici à fin 2023, on pourra se voir au moins une fois. Et votre projet dure 3 ans, c'est ça? Oui, ouais. 3 ans, d'accord. Et est-ce que vous avez dû revoir les tâches prévues initialement? Justement, vous avez parlé d'une revue de littérature augmentée. C'était peut-être pas prévu d'aller aussi loin dans ce domaine-là et que vous avez profité de l'éloignement justement pour faire un travail plus approfondi? Alors non, en fait, ça c'est quelque chose qu'on avait proposé déjà à l'Union européenne de faire une revue conjointement de tout ce qui était lié aux aspects académiques et puis l'identification d'initiatives qui seraient innovantes au niveau européen, au moins dans les pays des membres du consortium et aussi au niveau des politiques publiques, qu'est-ce qui existe au niveau local, national ou des fois local, régional, national et européen, pour pouvoir ensuite se positionner. Donc ça, c'est quelque chose qu'on leur avait déjà proposé. Là où on a eu beaucoup de chance, c'est qu'on ne nous a pas demandé de modification, que ce soit sur le budget ou sur le contenu, à l'exception de ces éléments qui étaient liés à l'éthique. Et j'avoue, on était resté un petit peu trop général, mais parce qu'on avait une idée très vague de ce qui était attendu en la matière. Donc c'est vraiment les considérations éthiques, ce sont les seules choses qu'on a dû développer davantage, mais sinon, non. Merci. De rien. Alors, une autre question. Oui, une qui revient régulièrement en ce moment, là, Sylvie, sur la durée des projets, imposés ou pas. On voit qu'effectivement, dans le cadre de ces appels à projets thématiques, défis, clusters aujourd'hui, la majorité des projets durent 3 ans. Alors, il n'y a pas de position officielle. Je vais vous laisser aussi compléter, Sylvie, Alexandra, mais il n'y a pas de texte dans la programmation qui impose que ces projets durent 3 ans. C'est plutôt une recommandation. 5 ans, on touche au projet ERC, et puis on veut, là, dans ce type de projet, avoir des résultats assez rapidement, quoi. Donc, la moyenne, c'est 3-4 ans. Et puis surtout, c'est en adéquation avec le budget qui vous est proposé. Donc, avec un budget de 3 millions d'euros, c'est difficile aussi de développer un projet sur 5 années si on travaille de façon intense. Après, on est sur des miettes, quoi. Mm. Un projet vraiment clairsemé. Sylvie, on ne t'entend pas. Micro. Oui, c'est vrai. Et les actions prévues, notamment en termes d'impact, sont généralement sur 3 ans. Enfin, c'est ce qui est attendu. C'est-à-dire le périmètre des projets, les objectifs tels que Alexandra vient de vous les présenter de façon générale sont sur 3 ans. Voilà. Il y a une question sur le MRSEI, donc je réponds directement. Et j'en profite pour remercier les gens du projet Merging, qui est un très beau projet. Moi, j'étais ravie de voir qu'il était passé. Vraiment, c'est un beau projet en plus. Il y a pas. Alors, il y a une question sur MRSEI, donc je réponds. Puis il y a une autre question avant, je le ferai suivre Alexandra. MRSEI, est-ce qu'on peut viser un appel à projet 2023? Eh bien non, puisqu'ils ne sont pas publiés. Et pour les MRSEI, ce qui est important, c'est que vous déposez une pré-proposition et vous démontrez dans quelle mesure vous répondez à l'appel. Donc vous avez par exemple une ébauche de consortium, et puis vous n'avez que 2-3 partenaires, et puis vous faites comme là, Madame Dominguez nous l'a expliqué pour Emerging, vous dites, bah voilà, il nous manque ça, ça et ça, donc on va aller les chercher. Et l'argent des MRSEI vous sert à ça. Donc, vous devez identifier un appel et vous devez, c'est assez scolaire, dire voilà, on va faire ça, ça et ça. Et puis, il nous manque des sociologues sur les migrations. Bon, on va aller chercher une équipe de sociologues sur les migrations. Et il nous manque une association ou des gens de la société civile qui interviennent, bon, etc. Donc, il faut que l'appel soit publié. Donc, voilà, ça c'est sur la question MRSEI sur laquelle je réponds. Sinon, il y avait… Sylvie, pour rester sur le sujet et faire le lien avec ce que disait Alexandra tout à l'heure, effectivement, les appels à projets, le programme de travail 2023-2024 n'est pas encore publié. Par contre, en vous associant ou en vous impliquant dans le GTN, dans le groupe thématique national, vous pourrez avoir assez tôt accès aux premières versions du programme de travail et anticiper un petit peu votre participation et préparer donc un MRSEI assez tôt, quoi. Sachant que le format ne change et les attendus, les prérequis ne changent que vraiment de façon marginale, quoi, d'une année à l'autre.
Alors, Alexandra, il y avait une question qui a été posée tout à l'heure. Bon, la personne est partie malheureusement, mais regardera l'enregistrement. Donc, je te la lis. Les actions de culture scientifique, technique et industrielle, dites CSTI, peuvent-elles a priori s'apparenter à des actions de diffusion de l'innovation contribuant à la formation du capital humain? Si tu veux Alors, répondre. est-ce que c'est une question en général par rapport à la partie impact des projets Je pense, je oui. suppose. La façon dont je le Voilà. comprends. Alors, le vocabulaire ne sera pas forcément le même que celui du ministère français, mais en effet, ce qu'on va attendre de vous, c'est deux grands types de façons de diffuser les résultats du projet. Vous avez avoir un aspect de dissémination vers les acteurs qui vont être capables à même de se saisir des résultats de votre projet. Là, que ce soit des chercheurs qui vont se baser sur vos résultats pour avancer aussi leurs propres recherches, ou que ce soit des parties prenantes qui vont aussi se saisir de vos résultats pour développer des actions. Et puis, vous avez des actions de communication qui vont être là plutôt pour faire connaître, on va dire au grand public, les résultats de votre projet, ses enjeux, non pas purement les résultats, mais aussi autour des enjeux du projet, autour aussi voilà, donc pour sensibiliser, pour faire connaître. Et donc là, vous allez devoir réfléchir à différents types de publics également, que ce soit, je ne sais pas, dans des écoles, que ce soit, voilà, grand public, c'est assez large, donc il ne faut pas en rester là quand vous montez votre projet. Il faut vraiment imaginer différentes cibles et différents types d'actions que vous pouvez développer. Et c'est seulement une fois que vous avez identifié des cibles et puis des messages que vous pouvez après vous dire quels moyens je vais utiliser, est-ce que je vais faire un blog, est-ce que je vais avoir un article dans la presse, est-ce que je vais avoir un compte Twitter ou j'en sais rien. Mais avant de se précipiter à dire je vais utiliser tous les moyens de communication possibles et imaginables, c'est un peu réfléchir aussi à ces cibles de communication. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez... Noémie, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Non, j'allais dire justement que dans la réponse à l'appel à projet, ce qu'il faut, on nous demande à un moment de dire, OK, quelles sont les activités de communication, dissémination et exploitation que vous envisagez. Et ce qui est pas mal, c'est de faire un tableau en identifiant pour chaque cible quel moyen, quel canal est-ce qu'on va utiliser et comment est-ce qu'on compte en fait communiquer les résultats, sous quelle forme. Est-ce que c'est via les réseaux sociaux? Est-ce que c'est via, je sais pas, une conférence, un événement particulier ou quoi? Et d'essayer d'identifier pour chaque cible comment est-ce qu'on va s'y prendre. Il y avait une question encore pour vous, justement, Madame Dominguez. Est-ce que dans votre consortium, quelle est la part de nouveaux partenaires et de partenaires avec lesquels vous aviez déjà l'habitude de collaborer? Alors, il y avait un partenaire que ma collègue connaissait bien, c'était le cabinet d'architectes 14. Et en fait, pour le reste, c'est un consortium qu'on a monté. Alors, nous, on a contacté l'université de Rennes 1 parce qu'on avait vu qu'ils avaient fait des travaux sur les personnes migrantes. Et eux nous ont dit, ah, bah, nous, dans un ancien projet, on avait travaillé avec les Italiens de Bologne. Donc, on a été mis en relation avec les gens de Bologne. On avait contacté, pareil, des Espagnols qui nous ont dit, ah, bah, nous, on travaille aussi avec 14. Ça tombait bien. Et puis, aussi souvent avec des Suisses. Donc, en fait, le consortium, il s'est monté comme ça, en fait. Et parce qu'on leur avait dit, voilà, nous, on a besoin de personnes qui soient compétentes et puis qui soient complémentaires. Et donc, c'est un petit peu comme ça qu'on a réussi à monter le consortium. Et puis, pour les Suédois, en fait, on avait regardé un petit peu quels étaient les... Il y a une association nordique de recherche sur l'immigration. On a regardé le board et puis on a contacté les gens en disant, bah, est-ce que vous seriez intéressés participer au projet? On a échangé avec eux, ils étaient partie prenante, ils étaient partants, donc on a dit, bah, on les met dans nos membres du consortium. Donc, en fait, à la base, on connaissait un seul acteur et puis on s'est retrouvé avec un consortium de 10 qui fonctionne très bien. Donc, bon, c'était plutôt pas mal, quoi. On peut peut-être dire aussi au passage que 8 à 12 partenaires, ça correspond également à la moyenne pour ce type de projet, pour que ça reste faisable, quoi, pilotable. Oui, par contre, il faut faire attention effectivement à ne pas mettre trop de membres d'un même pays. Ouais. Voilà. Vous avez 4 Français. Ouais, déjà là, ça faisait beaucoup, mais c'est parce que votre projet a dû être bien au-dessus du panier, là.
Ils ont Ouais. dû vraiment l'aimer, c'est ça qu'il faut vous dire, parce que, bon, a priori, c'est pas un point positif, quoi. Non, 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 parce qu'en fait, ce qui nous a un peu sauvés, c'est qu'ils sont là en soutien. Donc, en fait, ils sont pas vrais, enfin, c'est pas qu'ils participent pas à la vie du consortium, mais c'est vraiment, c'est un membre d'appui au projet, mais qui n'a pas de, voilà, de vocation scientifique. Donc, c'est ce qui nous a un peu sauvés, sinon c'était un peu rédhibitoire, je pense. Ouais. Ouais. Enfin bon, c'est comme dans tout comité de sélection, à la fin, quand ils ont plusieurs projets, ils sortent des critères qui permettent de départager les uns et les autres. Enfin, rien de. Bon. En tout Exactement. cas, vraiment, je vous remercie aussi d'avoir insisté sur les questions éthiques parce qu'on les oublie souvent, elles sont primordiales, et pas Ouais. que pour l'immigration, mais dès qu'on a des entretiens avec des jeunes, dès qu'on fait du terrain à l'étranger, en dehors de l'Union européenne, enfin, et donc tout ce qui est protection des données éthiques, comment le consentement, comment on présente son projet, comment on se présente, comment on conserve les données. Tout ça, aujourd'hui, c'est des éléments qui sont très importants. Oui, ils sont très importants. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas de partenaire qui n'est pas d'un pays non membre de l'Union européenne ou alors avec lequel il n'y a pas d'accord de coopération avec l'Union européenne. Enfin, la Suisse, bon, ça a été. Alors, il y a des accords de coopération, mais par contre, à la base, au début, on voulait aussi intégrer des Libanais et des Marocains. Et en fait, là, pour le coup, la question, elle est encore plus compliquée parce que la notion de RGPD, de protection des données, c'est encore plus compliqué. Donc, c'est là où il faut vraiment être très vigilant, c'est quand on a des partenaires aussi qui n'appartiennent pas à l'Union européenne. Ouais. D'ailleurs, il y a une question là, il y a une des questions auxquelles on n'a pas répondu. J'ai une question par rapport aux partenaires étrangers, hein, de Louise. Comment ça marche? Est-ce qu'il faut qu'ils s'autofinancent? Est-ce que les Chinois sont les bienvenus en dehors du projet où ils sont explicitement exclus? Je ne sais pas si Alexandra, tu veux répondre ou... Alors, en fait, il y a une liste de base des pays qui peuvent être financés, qui vont être... et après, bon, il y a un document hein, qu'on peut consulter sur le site de chaque appel. C'est toujours le même. Donc, il y a les pays membres, des pays associés au programme. Après, un certain nombre de pays, on va dire, en développement, qui souvent, la plupart du temps, sont éligibles. Vous aurez très rarement, je ne crois pas que ce soit le cas dans les appels qu'on vous a présentés, des pays développés type États-Unis, Canada, qui là vont devoir s'autofinancer. À ce moment-là, vous pouvez avoir des partenaires non financés par l'Union européenne si vous pouvez montrer qu'ils sont capables de réaliser les tâches auxquelles ils se sont engagés. Donc, il faut quand même que les évaluateurs soient rassurés sur les faits qu'ils pourront vraiment assumer les tâches qu'ils doivent réaliser, même s'ils n'ont pas le financement de l'Union européenne. À ce moment-là, il faut quand même des garanties sur leur capacité d'autofinancement. Sinon, ça peut mettre en péril le projet dans l'évaluation si on n'est pas sûr qu'ils seront en capacité de réaliser leurs tâches. Je rajoute juste une chose par rapport à Alexandra. Faites attention parce que dans certains appels, scientifiquement, ça peut être justifié. Bon, je sais pas, on parle des migrations. Si c'est sur les filières migratoires, bon, bah, attention, les filières, elles viennent d'Afrique, donc peut-être que vous devez intégrer là, ça peut faire sens scientifiquement. Ouais. Mais à ce moment-là, d'ailleurs, dans ces appels-là, c'est prévu. Il y a parfois des appels où c'est indiqué que la coopération internationale est fortement encouragée. Et après, du coup, on spécifie les pays qui vont être éligibles au financement. Et puis aussi, on peut vraiment faire du cas par cas, comme le disait Sylvie. Si on estime qu'on a vraiment besoin d'un pays sur le projet, on peut éventuellement voir au cas par cas. Mais tout ça, après, c'est des risques que vous rajoutez à votre projet quand vous sortez du cadre. Mais souvent, quand c'est pertinent, du coup, il va être indiqué dans les conditions de l'appel, justement, des pays finançables. On a un certain nombre d'appels où il y a des pays africains qui sont éligibles au financement. Et après, si je peux juste me permettre, dans le cas du projet Merging, on a eu un nouveau type de financement qui s'appelle les financements lump sum, où en fait l'Union européenne verse 90% du montant du projet avant le démarrage du projet pour que les universités ou les membres du consortium n'aient pas à avancer les fonds. Et ce qui en fait est d'une aide précieuse parce que du coup ça évite toute la paperasse derrière. Enfin, il faut garder des traces quand même des dépenses, mais il n'y a pas un nombre incalculable de factures, etc. envoyées à l'Union européenne pour être remboursées derrière. Ce qui allège beaucoup en fait les finances des participants, quoi. Oui, c'est un dispositif expérimental où vous montez un budget très détaillé, mais après le versement est forfaitaire, mais en fonction de la remise des livrables. Et du coup, c'est parti du dispositif expérimental. On ne sait pas encore dans quelle mesure il sera renouvelé et pour quel type d'appel dans Horizon Europe.
Il y a une question spécifique pour la Chine. Et pour la Chine, est-ce qu'elle est éligible? Est-ce qu'il faut qu'elle s'autofinance? D'une façon générale? Oui, c'est ça la question. J'ai peur de dire une bêtise. Faudrait que je regarde la liste. Ouais, il faudrait vérifier parce que je crois qu'elle est plus, elle est passée comme elle est passée dans les pays qui sont dorénavant à vérifier. Donc, pour moi aussi, j'avoue que dans j'ai les pays plus la qui liste. dorénavant sont considérés comme des pays qui ne sont pas pauvres et donc qui s'autofinancent, comme Vous les pouvez États-Unis, écrire le à Canada. l'adresse du PCN, pcn-shs@recherche.gouv.fr pour nous reposer à nouveau votre question. Oui, on vérifie. Il y a une question technique aussi sur le MRSEI. Est-ce que vous pouvez déposer sur l'appel là qui est ouvert jusqu'au 13 juillet pour 2021? La réponse est non, puisque le comité de sélection ne se réunira qu'en septembre. Le projet est à déposer en octobre, donc vous n'avez pas le temps matériellement d'utiliser les fonds du MRSEI. Donc l'appel là ne peut porter que sur les appels de 2022. Mais n'hésitez pas à y aller parce que ça vous laisse justement, ensuite, si vous êtes notifié en octobre, vous avez justement précisément le temps de vous préparer. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions. Mais je vais arrêter l'enregistrement juste après avoir vraiment remercié Noémie Dominguez pour sa présence. Et vraiment, c'était très, très enrichissant. Merci à vous pour votre merci invitation. Merci à tous pour vos questions. N'hésitez pas à reboucler, à nous poser d'autres questions sur l'adresse générique du PCN. Et on est là pour vous accompagner, vous conseiller si vous voulez monter un projet. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, j'arrête l'enregistrement si je me rappelle comment on fait. Merci encore. Voilà.